Merci infiniment Lambros. Je suis extrêmement touchée d'abord de vous retrouver ici, bien sûr, puis de votre accueil si chaleureux. Merci à tous d'être là. Je vais donc en effet essayer d'être à peu près à la hauteur de cette présentation bien trop élogieuse qui vient d'être faite. Et donc je vais essayer dans le peu de temps dont nous disposons, de vous présenter un petit peu ce qui me paraît être des aspects importants, je crois, de la métaphysique contemporaine. Dans l'introduction de ce livre clair, élégant et profond, qui est La géométrie dans le monde sensible, le philosophe Jean Nicot faisait en 1923 l'observation suivante, je le cite, « Le discernement de l'ordre sensible qui nous entoure, qui forme la trame de notre vie et de notre science, qui nous est si présent et cependant si indistinct, quel philosophe n'en serait curieux, même si sa métaphysique n'en devait attendre aucun secours ?» Bien, les leçons que j'ai le grand plaisir et l'honneur de donner aujourd'hui et demain dans ce magnifique lieu voudraient modestement contribuer à montrer que la curiosité du philosophe peut parfois être récompensée et peut-être même porter un secours certain à sa métaphysique elle-même, d'une manière que je vais m'efforcer avec vous d'élucider, fût-ce, vous vous en doutez, de manière un peu schématique dans le temps dont nous disposons. Il serait en effet regrettable que tel ne fût pas le cas, tant il est vrai que le métaphysicien est, en tout philosophe, comme il est, à dire vrai, en chacun de nous, la métaphysique même mauvaise, notait le grand logicien et métaphysicien américain Charles Sanders Peirce, repose réellement, consciemment ou non, sur des observations. Et, ajoutait-il, la seule raison pour laquelle on ne le reconnaît pas, c'est qu'elle repose sur certaines sortes de phénomènes dont l'expérience de tout homme est tellement saturée qu'il ne leur accorde habituellement aucune attention particulière. Fin de citation. S'il est désormais exclu de définir la métaphysique comme reine des sciences, il reste néanmoins possible, à condition d'éviter une double tentation scientiste et a prioriste, de revendiquer, je crois, une authentique connaissance métaphysique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en exposant donc dans ce premier cours les principes, les règles, la méthode et les engagements aussi que cela implique. Je commencerai aussi à vous présenter, sauf si vous êtes un peu fatigué et que nous lançons la discussion, on peut un petit peu prendre quelques libertés, je pense. En tout cas, je voudrais essayer de commencer aussi à vous présenter les caractéristiques de la métaphysique scientifique réaliste qui se dessine alors et la conception qui s'en dégage des propriétés des choses comme étant fondamentalement, à mon sens, des dispositions et des pouvoirs causaux. Cela devrait nous permettre de mieux comprendre ce qui fera l'objet de notre second cours demain, pourquoi et comment. Il est à mon sens nécessaire, mais aussi possible, de répondre à l'un des défis majeurs aujourd'hui pour le métaphysicien, qui est celui, certes traditionnel, mais reformulé naturellement en termes contemporains, de l'essentialisme. Tout du moins, si l'on veut pouvoir établir, comme je l'estime indispensable, que nos catégories et classifications ne sont pas de purs produits de notre entendement, mais correspondent bel et bien à des articulations réelles des choses. En prenant appui sur l'analyse conceptuelle, mais aussi sur nos intuitions, puis en testant le modèle sur quelques problèmes empruntés aux sciences empiriques, j'essaierai de montrer qu'il est non seulement possible, mais souhaitable de défendre en métaphysique une forme d'essentialisme, ou comme j'ai choisi de l'intituler, d'aliquiditisme dispositionnel étroit. J'espère que ce jargon prendra un petit peu plus corps dans les explications que j'aurai l'occasion de vous donner. Commençons donc par préciser, si vous voulez bien, ce qu'il convient d'entendre par connaissance métaphysique et à nous demander si et comment une telle chose est tout bonnement possible. Ce dont, somme toute, certains ne manqueront pas de dire que nous avons quelques bonnes raisons de douter. Et pour ce faire, je me permettrai de rappeler tout d'abord quelques-uns des points que j'avais tenu à souligner lors de ma leçon inaugurale au Collège de France.
j'y faisais tout d'abord remarquer à quel point il pouvait sembler en effet saugrenu ou culotté de proposer un attelage tel que celui auquel invitait l'intitulé de ma chaire, Métaphysique et philosophie de la connaissance, tant dans l'esprit de beaucoup, le doute n'était plus permis. Serait désormais réglé le sort de celle qui fut jadis reine des sciences, entrée que nous sommes depuis belle lurette dans l'ère de la pensée post-métaphysique. Dogmatisme insensé, radotage verbeux, d'esprit cédant aux idoles logiques ou ontothéologiques, ou au fantasme d'un possible accès à la réalité avec un grand R, à la vérité avec un grand V ou à la connaissance avec un grand C, c'est ainsi que le plus souvent on se figure la métaphysique et que l'on ironise sur ses partisans quand seulement il en reste. Pour les esprits chagrins ou censément lucides, certains tournants, kantiens, heideggeriens, positivistes, linguistiques, cognitivistes, ont été pris une fois pour toutes. Qui oserait aller au-delà des phénomènes? La réalité nous est, c'est bien entendu, inaccessible, pris que nous sommes aussi, et de toute façon, dans les raies du langage. Sauf à se présenter comme une recherche dont la visée serait quelque céleste transcendance, ou comme le simple envers dont la théologie serait le naturel en droit, une démarche qui prétendrait encore, dans la pure tradition de la Metaphysica Generalis, enquêter sur l'essence des choses ou sur l'être en tant qu'être, serait effectivement ignorante, bien naïve ou bien sotte. Pour les optimistes, ou simplement pour ceux qui, suivant leur bon sens, constatent que malgré tout, bien des choses restent encore connaissables, et qu'il est concevable, voire possible de les tenir pour vraies, il va généralement de soi que ce sont aux nombreuses sciences de s'en occuper, ce que, reconnaissons-le, elles font, et du reste, fort bien. Et si plutôt en toute rigueur qu'à connaître, du moins selon certains, il reste des choses à penser, à exprimer ou à vivre, la littérature et l'art s'en chargent, et mieux encore, incontestablement, que la métaphysique. À supposer donc que cette dernière est encore un sens, quel os lui resterait-il bien à ronger? Mais je m'empressais aussitôt de suggérer que la raison pour laquelle il avait fallu pour la première fois introduire dans l'intitulé d'une chaire le terme de métaphysique était peut-être en vérité que depuis quelque temps, nous avions tout bonnement oublié quelque chose que nous faisons tous et que rappelait Émile Meyerson, à savoir que l'homme fait de la métaphysique comme il respire. L'une des caractéristiques incontestables de la métaphysique étant l'impression que l'on a en s'y livrant de pouvoir simultanément parvenir à la plus haute certitude possible, tout en étant incapable de donner ou de construire une définition de son objet. Kant, à qui l'on doit ces derniers mots, notait ainsi qu'en métaphysique, je le cite, à l'inverse de ce qui se passe en mathématiques, où je ne possède absolument aucun concept de mon objet, j'ai déjà un concept qui m'est donné, bien que confusément, et je dois en chercher la notion distincte. Bien jusqu'à un certain point, ont donc raison ceux qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de chercher à définir la métaphysique, encore moins de la défendre. Vous vous souvenez peut-être de ces propos de Martial Guéroult. La définition de la philosophie comme ancilla scientiae est tout aussi périlleuse pour elle que la définition de la philosophie comme ancilla theologiae. On plaide pour saint Thomas, on plaide pour Einstein, mais qui plaidera pour la philosophie? Or, ajoutait-il, si l'ancilla scientiae doit être défendue dans une sorte d'esprit scientifique et l'ancilla theologiae dans une sorte d'esprit théologique, c'est par la philosophie que doit se défendre la philosophie et métaphysiquement que doit se défendre la métaphysique. Fin de citation. Pourquoi devons-nous alors faire le pari de la connaissance métaphysique? Eh bien, nous savons tous que la métaphysique commence là où l'on prend conscience que l'être se dit de multiples façons. Et ce commencement ne peut guère s'inscrire dès lors que dans une aventure, car c'est de là que vient le risque constant de l'équivocité, de la contradiction ou du pur et simple non-sens. On comprend que Parménide ait préféré en rester à une position stricte, l'être est, le non-être n'est pas.
pour avancer sur ce qui est, il faut prendre un premier pari, faire parler l'être. Comme y insistera Aristote, la métaphysique commence dès lors seulement qu'il y a langage, ontologie, discours sur l'être et sur ses significations. Mais si on peut dire quelque chose sur l'être, c'est aussi qu'on peut le connaître. Or, comment avancer sur ce qui est sans faire ce second pari ? L'une des questions qui se pose en effet, de façon toujours aiguë, à toute entreprise cognitive est celle que Christopher Peacock a appelée le défi de l'intégration. En d'autres termes, je le cite, la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer qu'elles le sont. Étant admis la possibilité pour certaines propositions d'être vraies ou d'être fausses, comment pouvons-nous, je cite, réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions d'une certaine sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons. Avec raison, Peacock estime en effet que cela lie ensemble la métaphysique et l'épistémologique et que lorsqu'on échoue à réaliser l'intégration des deux dans un domaine donné, cela fait de façon caractéristique apparaître comme manifestement défectueuses les explications de ce que c'est pour un contenu concernant ce domaine que d'être vrai. Parvenir à le comprendre, ce serait non seulement disposer d'une clé pour l'épistémologie et la métaphysique du domaine en question, mais ce serait aussi accéder à une partie essentielle de la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Le philosophe n'a donc pas d'autre choix que d'affronter à un moment donné ce défi, du moins s'il se fixe, ce qui à mon sens paraît éminemment souhaitable, un programme délibérément engagé en un sens rationaliste et refuse ce verdict répété à l'envi, au terme duquel la connaissance métaphysique excéderait nos moyens, tant dans ce domaine nous serions en présence de vérités d'un autre ordre que celles que nous pouvons rencontrer dans les sciences, de vérités transcendantes, invérifiables, inaccessibles, qui échapperaient toutes de part en part à l'expérience sensible et au domaine spatio-temporel, et qui dès lors ne sauraient être qu'hypothétiques ou matière à croyance, ainsi que le notait Renouvier dans les dilemmes de la métaphysique pure. À dire vrai, il est facile de voir comment se présente dans notre quotidien ce double défi épistémologique et métaphysique de l'intégration lorsque nous nous interrogeons, vous voyez, sur la réalité des choses et sur ce que nous en connaissons au juste. Nous le savons bien, nous ne cédons le plus souvent au doute sceptique que lorsque nous nous heurtons à ce qui n'est pas réel, au fictif, à l'illusoire, ou quand les objets ne semblent pas se réduire à leur seule structure physique. Et si ces cartes de crédit n'étaient pas réellement de l'argent, si ces bruits sortis de votre bouche n'étaient pas réellement une promesse, notre entourage matériel n'est guère plus à l'abri. Je suis assise devant cette table, je vois toute une série de personnes assises dans cette salle, et je crois que vous comme moi, bref, que toute personne normalement constituée aurait la même expérience, n'est-ce pas ? Mais à la réflexion, quelle est la couleur de cette table ? Car elle change selon l'angle de vue, à la lumière du jour ou de la lampe. Un daltonien ne la verra pas comme moi. Est-il bien sûr finalement que la couleur elle-même soit inhérente à la table ? Très vite, et vous le voyez presque simultanément, surgissent donc des questions de nature métaphysique et épistémologique. Quelle sorte d'objet est donc cette table ? Est-elle bien réelle ? Et si elle l'est, puis-je seulement le savoir ? Plus encore, comment puis-je le savoir ? On ne mesure pas toujours à quel point ce double questionnement, métaphysique pour le premier, épistémologique pour le second, engage à bien plus qu'un simple clivage entre apparence et réalité. Apparence et réalité. Il dépend de la manière dont nous interprétons celui-ci et des conséquences qu'on tire alors de ces interprétations. Comme l'avait bien vu Moritz Schlick, il dicte en fait depuis l'Antiquité le découpage
souvent hiérarchisées de telle ou telle région ontologique, ainsi que la manière dont on conçoit ou non leur possible connaissance, et dans l'affirmative, le choix des méthodes qui seront le mieux à même de l'assurer. Si l'apparence est le sensible, le fluctuant, le subjectif, l'arbitraire, alors il faut chercher ailleurs la réalité en soi, dans des essences ou idées, Platon, ou dans des enchaînements logiques du concept, Hegel, capables d'exhiber les vraies causes des phénomènes ou le passage de la réalité immédiate ou choséité, réalité, à la réalité effective, Wirklichkeit, ou authentique. Mais peut-être l'apparence est-elle en fait le tout de la réalité. Ce qui est ce qui est perçu. Auquel cas la réalité se réduit à la réalité phénoménale. Si Kant croit échapper à l'idéalisme délirant de Berkeley, en fixant la sensibilité dans les formes a priori idéales de l'espace et du temps, il reste, on le sait, phénoméniste. La réalité n'est pas une chose en soi, c'est une catégorie, un instrument de liaison des phénomènes opérant dans le seul cadre de la perception. Dès lors, la métaphysique ne nous dit rien et ne peut rien nous dire, selon lui, de la réalité en soi, si tant est même qu'une notion de ce genre ait un sens. Elle peut seulement nous informer sur certaines caractéristiques fondamentalement nécessaires de ce que nous pensons à son sujet. Qu'il nous faut par exemple penser que les objets de la perception sont situés dans l'espace et dans le temps et causalement reliés entre eux. Toute la question est évidemment de savoir si Kant a vraiment ainsi libéré la métaphysique, plutôt qu'il ne l'a purement et simplement abandonnée, comme l'avait bien vu Maurice Schlick, dans le sillage d'ailleurs de Herbart, qui défendait, vous vous en souvenez, une métaphysique scientifique, je le cite, ou un réalisme critique ou rigoureux, en réaction, je le cite encore, au désarroi qu'avaient suscité en lui les illusions kantiennes. Abandonné, en effet, en raison notamment, pensaient Schlick et Herbart, d'une localisation erronée des choses physiques et mentales, d'un écartèlement abyssal entre le sujet et l'objet, d'une rupture rédhibitoire entre l'apparence et la réalité des choses. Sans doute, le regretté Jonathan Law, qui nous a quittés il y a quelques mois, n'a-t-il donc pas tort lorsqu'il repère dans le spectre du néo-kantisme, par l'influence qu'il continue d'exercer aujourd'hui, l'un des adversaires les plus coriaces, non seulement d'une métaphysique réaliste, mais d'une possible connaissance métaphysique tout court, si du moins l'on attend de celle-ci qu'elle nous dise ce qui est vrai de la réalité en soi. Si l'on veut se donner les moyens de répondre au défi de l'intégration et de parvenir ce faisant à une authentique connaissance métaphysique, il faut donc commencer, vous voyez, par identifier au fond les écueils toujours présents dans ce genre de réflexion et prendre bien la mesure des enjeux. Cela nous donnera déjà une certaine idée des étapes à suivre en conséquence. Ces adversaires majeurs de l'entreprise métaphysique ont été fort bien repérés par E.J. Law. Ils sont schématiquement au nombre de 4. Les relativistes, les scientistes, les néo-kantiens et les sémanticiens. Quelques mots sur leur profil, à ces diables, pour mesurer l'ampleur des obstacles à surmonter. Le relativiste. Bon, pour lui, la réalité est toujours le fruit d'une construction humaine saturée d'interprétations, mue par des intérêts. Qu'il puisse y avoir une structure fondamentale de la réalité qu'il nous appartiendrait de discerner est une idée absurde et paradoxale. Mais si c'est là un adversaire coriace, il est sans doute insuffisant de le stigmatiser en rappelant que ces arguments, ou plutôt assertions relativistes, sont contradictoires. Puisque dire que tout est culturel et relatif implique que ce que l'on dit le soit aussi, et qu'il se bat contre des moulins à vent. Assurément, rares sont les métaphysiciens, sinon quelques naïfs ou dogmatiques, qui soient encore obnubilés par la recherche de vérités éternelles et universelles, sans aucun rapport avec une perspective humaine. La grande majorité, au contraire, surtout s'ils sont fortement inspirés par les pragmatistes, cherchent à comprendre notre relation avec le réel, ce que l'on ne peut faire qu'en partant de l'endroit où l'on est
et non d'un point de vue de nulle part. Il n'en serait pas moins imprudent de sous-estimer le relativisme, car même s'il ne s'y réduit pas, il va souvent de pair avec l'idéalisme. Or, sans doute est-ce là l'ennemi le plus dangereux, comme nous aurons amplement l'occasion de le vérifier, non seulement de l'entreprise métaphysique, mais d'une connaissance métaphysique bien comprise. La difficulté majeure est bien là. Peut-on définir l'idée de point de vue, n'est-ce pas, en évitant l'idéalisme et le relativisme, voire le cynisme, qui vont souvent de pair avec cette position? Car l'idéalisme vient se loger chez les métaphysiciens les mieux disposés, en particulier aujourd'hui, dans certaines formes de réalisme modal et dans l'incapacité de certains à suffisamment distinguer, comme nous avaient pourtant exhorté à le faire les médiévaux, les ordres logiques, physiques et métaphysiques. Mais il vient aussi se loger au corps même de la métaphysique de la science, où il prend alors les habits du deuxième adversaire identifié par Laue, et qui ne date certes pas d'hier, le scientiste. Pour nos avéroïstes contemporains, les sciences seraient en effet les mieux placées et les plus légitimes pour nous dire en quoi consiste la réalité des choses. S'il y a des questions fondamentales à poser sur l'existence et la nature de l'espace et du temps, c'est à la cosmologie et à la physique quantique d'y répondre, et non à la métaphysique spéculative et en fauteuil ou à l'analyse conceptuelle. Sans doute convient-il de confronter, je vais y revenir, vous en doutez, l'analyse des propriétés rares à ce que nous enseignent les sciences de la nature. Mais il ne peut y avoir d'analyse épistémologique de la science sans une analyse métaphysique des questions abordées en son sein. Certes, on ne saurait reformuler des problèmes fondamentaux de la métaphysique en ne tenant aucun compte des acquis de la connaissance scientifique. Mais tenir compte de la science ne signifie pas s'en laisser compter par elle, encore moins se laisser hypnotiser, comme l'a souvent rappelé Meyerson, par la dernière théorie en vogue, au seul motif qu'elle est la dernière. Ce n'est pas parce que l'enquête métaphysique comporte une importante dimension a posteriori et empirique, et j'y viendrai demain en montrant comment une conception essentialiste doit tenir compte évidemment d'un certain nombre de résultats de la biologie. Mais ce n'est pas parce que l'enquête métaphysique comporte une importante dimension a posteriori et empirique qu'elle doit devenir une philosophie silencieuse, où les questions proprement philosophiques devraient s'effacer derrière les questions scientifiques et leur histoire. Autant dire que n'est guère convaincant l'éliminativisme de ceux qui vont jusqu'à soutenir, en métaphysique aujourd'hui, que toute chose peut passer à la trappe, selon le livre de James Ladyman, « Everything must go », ou que la seule métaphysique qui vaille serait celle qui s'effectue au sein de la physique, hypothèse que défend le métaphysicien Tim Maudlin aujourd'hui avec beaucoup de férocité, visant donc in fine sa propre disparition. L'erreur est ici, mais il faut le montrer évidemment en détail, de ne pas voir que la science présuppose la métaphysique, que le rôle de la philosophie est aussi normatif que descriptif, et que les scientifiques font explicitement ou implicitement, en proposant et en testant leur théorie, des postulats métaphysiques, énormes d'ailleurs, qui vont bien au-delà de ce que leur permet légitimement de faire la science elle-même. Ce pourquoi il doit faire l'objet de critiques, par les scientifiques eux-mêmes d'ailleurs, ou par les philosophes, ce qui ne peut être réalisé par le seul recours aux ressources méthodologiques des sciences empiriques. Comme le rappelle opportunément Jonathan Laue, je le cite, « Les sciences empiriques disent au mieux ce qui est le cas, non pas ce qui doit ou peut être, mais se trouve ne pas être le cas. La métaphysique traite de possibilités, et ce n'est que si nous pouvons définir la portée du possible que nous pouvons déterminer empiriquement ce qui est réel. C'est pourquoi les sciences empiriques dépendent de la métaphysique et ne peuvent usurper le rôle qui revient à celle-ci. » Fin de citation. Un troisième adversaire, lorsque l'on veut spécifier les conditions de possibilité de la métaphysique, est celui que constitue, comme j'y ai insisté d'emblée, le néokantisme. J'ai déjà dit les réticences qu'il m'inspire
Vous ne vous étonnerez donc pas que je juge pour le moins prématuré de décider une fois pour toutes que la métaphysique ne peut rien nous dire de la réalité objective en soi, mais peut seulement nous informer sur certaines caractéristiques fondamentalement nécessaires de ce que nous pensons à son sujet, et en conséquence qu'un projet du type de celui que propose, par exemple, Strawson, me semble insuffisamment ambitieux. Vous vous souvenez que l'auteur des Individus et d'analyse et métaphysique, conférence qu'il avait donnée en français au Collège de France, qui avait donné lieu à cet ouvrage, il s'agit pour Strawson, en renonçant donc à l'idéal de révision de la métaphysique, de, je le cite, produire une explication systématique de la structure conceptuelle dont notre pratique quotidienne nous montre douée d'une maîtrise tacite et inconsciente, à l'instar du grammairien, visant à produire un exposé ou une explication systématique de la structure des règles que nous observons sans peine en parlant. Fidèle à l'esprit kantien, on cède des outils logiques et linguistiques et on charge la métaphysique de décrire, je cite Strawson, les concepts et les catégories plus généraux que nous employons en organisant notre expérience et notre pensée. Les rapports que ces concepts ont entre eux, les rôles respectifs qu'ils jouent dans la structure totale de notre pensée. Fin de citation. Eh bien, je pense que, au contraire, que la métaphysique ne peut se ramener à la seule analyse des concepts qui sont les nôtres. Elle doit aussi, et peut-être même surtout, réviser et raffiner ces concepts lorsque cela s'impose, et ne pas tenir pour acquis que nos croyances naturelles ou concepts reflètent d'emblée la structure fondamentale de la réalité. Ce n'est pas dire toutefois qu'on ne doive pas tenir compte de la force de certaines intuitions communes, bien plus en tout cas que ne le pense Jonathan Lowe, car qu'on le veuille ou non, nos croyances sont bien le produit de l'évolution, et davantage dirigées par les exigences pratiques de la survie, du reste, que par les exigences théoriques de la vérité métaphysique. Mais c'est sans doute ici qu'une réflexion aiguë s'impose sur la nature des liens qui existent peut-être, j'en suis en tout cas persuadée, entre ce qui est en nous naturel et ce qui est normatif. Comme l'avait du reste, si vous vous en souvenez, entrevu Kant, sous la forme de ce qu'il appelait un système de préformation de la raison pure, troisième voie qu'il avait bien envisagée lui-même pour finalement la rejeter. Le quatrième adversaire, en la personne du sémanticien, est celui dont on a surtout vu l'apparition au XXe siècle avec le fameux tournant linguistique. N'est-ce pas ? Pour lui, au fond, toutes les questions métaphysiques peuvent en principe se résoudre par le seul recours à la théorie de la signification, habillage linguistique du néo-kantisme que l'on vient d'évoquer. C'est la position paradigmatique que vous trouvez, par exemple, chez un philosophe extrêmement important, Michael Dummett, tout à fait estimable par ailleurs, n'est-ce pas ? Que l'on soit justifié à adopter une position réaliste ou antiréaliste dans certains domaines du discours, comme lorsque l'on parle de théorie des ensembles ou de physique quantique ou du passé, est quelque chose, pense Dummett, qui doit se décider selon que vous disposez ou non d'une théorie de la signification adéquate pour le domaine de discours concerné, tel que nous puissions attribuer des conditions de vérité à ces phrases. La théorie de la signification est ainsi la seule base légitime d'une théorie de la structure et du contenu de la pensée. Eh bien, même s'il est légitime de faire appel à des considérations de signification, et Dieu sait si j'y tiens moi aussi, n'est-ce pas, pour répondre à des questions métaphysiques, le problème majeur, me semble-t-il, de ce genre de position, c'est que celles-ci ne peuvent se réduire à ce que nous voulons dire. Elles concernent aussi ce qu'il nous faut vouloir dire. Une fois encore, on risque de devoir adopter une position révisionniste, sauf à admettre d'emblée, à la suite de Quine, l'idée d'une relativité extrême et indépassable de l'ontologie. Vous vous souvenez de cette formule quinienne, les seuls doutes philosophiques sont les doutes scientifiques. Et que l'on peut, au fond, choisir son ontologie comme on fait son marché, ou au gré de ses goûts, soit pour les paysages désertiques, si l'on en tient pour le nominalisme, soit pour les jungles maïnongiennes, si l'on en tient pour le réalisme. Sauf encore à adopter une position déflationniste en estimant que la métaphysique
se réduit à l'analyse, fût-elle menée dans un esprit réaliste, que nous faisons de nos manières habituelles ou ordinaires de parler de ce que, de manière non réflexive, nous estimons être certaines caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. Ça aussi, c'est très à la mode. Quels que soient les mérites, la philosophie de l'ordinaire, quels que soient les mérites de ces attitudes, et en dépit des analyses au demeurant subtiles auxquelles elles peuvent souvent conduire, gageons à tout le moins que ce n'est pas la théorie de la signification qui à elle seule nous permettra de déterminer ce en quoi consiste un objet ou une substance, ou de quel type d'entité le monde est fait. Si nous n'y prenons garde, nous courons aussi le risque de pratiquer de la métaphysique en apesanteur et de sombrer dans toutes les dérives scolastiques auxquelles l'histoire nous a malheureusement habitués. Admettons que la métaphysique, si vous le voyez bien, soit sortie vivante des attaques que je viens de décrire, qu'elle ne se réduise donc pas à une fonction thérapeutique ni purement descriptive. Admettons que sa tâche soit l'étude systématique de la structure la plus fondamentale de la réalité, et que s'il y a un sens à se poser encore la question kantienne de sa possibilité, c'est parce qu'elle correspond bien à certaines caractéristiques suffisamment distinctives pour pouvoir constituer le cœur d'une discipline indépendante et dont les justifications intellectuelles méritent d'être explorées. Admettons encore qu'elle ne puisse à elle seule prétendre nous dire ce qu'il y a. Comment alors défendre la métaphysique comme science et justifier son rôle comme enquête rationnelle autonome à même de nous éclairer selon ses modalités propres sur ce qu'il y a. Pour nous y aider, je pense que quelques rappels rapides sur l'histoire récente peuvent nous être utiles. Il me semble que si la métaphysique, voyez-vous, a pu redevenir un secteur de nouveau fréquentable de la discipline philosophique, c'est pour trois raisons au moins. Tout d'abord, des changements assez nets, je pense, dans ces objets, dans ces méthodes et aussi dans les centres majeurs d'intérêt du domaine lui-même. Ensuite, en raison d'une évolution importante des concepts de science et de connaissance, mais aussi et enfin un essor extraordinaire du domaine, cette fois, de la philosophie de la connaissance. Je commencerai par le premier point et je reviendrai par après sur les deux autres. Vous noterez tout d'abord que rares sont les métaphysiciens contemporains qui cherchent à s'inscrire dans le cadre de quelque transcendance, et même lorsqu'ils développent une métaphysique générale assez spéculative ou systématique, ou d'une analyse dogmatique sur l'être en tant qu'être. On frémit à l'idée, notai-je dans ma leçon, que connaissance métaphysique implique quelque retour au système, entendu tout du moins de façon dogmatique. Mais cela fait longtemps que le dogme n'a plus cours, ni en métaphysique, et ni davantage dans ce modèle de la connaissance que reste pour beaucoup et à bon droit la connaissance scientifique. Rares sont ceux qui sont obnubilés par une recherche de vérité universelle et de surplomb. Pour qui veut aujourd'hui, comme le souhaitait si fort Émile Meyerson, réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect, pour reprendre ces termes, n'est-ce pas ? Il s'agit donc moins de proposer un système, je pense, que de mettre en évidence, pour parler comme Herbart, les points principaux de ce en quoi devrait pouvoir consister une métaphysique scientifique digne de ce nom. Ou pour reprendre les mots de Jean Nicot, de parvenir à, je cite, une perception sans système, en cherchant simplement à placer, je cite, les termes et les relations élémentaires du devenir sensible devant les yeux de l'esprit, afin, en parlant d'eux, de les faire mieux paraître, car il est très important que ces éléments de tous les faits soient eux-mêmes saisis comme des faits, en dehors de toute théorie. Fin de citation. Qu'on m'entende bien. Cela n'implique aucunement qu'il faille limiter la métaphysique, comme le suggèrent certains, à l'analyse, une fois encore, de nos manières ordinaires de parler, de ce que, sur un mode non réflexif, nous tenons pour certains traits du monde dans lequel nous vivons.
je tiens pour acquis ce moment essentiel dans l'histoire de la métaphysique et plus généralement de la philosophie du siècle passé, que nous pouvons schématiquement considérer comme le tournant logico-linguistique dont on ne saurait évidemment sous-estimer les bénéfices. L'un des apports de la réflexion contemporaine en philosophie, d'auteurs comme Peirce, Carnap, Russell, Wittgenstein, Quine, Putnam ou Davidson, aura sans nul doute consisté dans le redéploiement magistral de ce thème. Prendre acte du fait que la philosophie commence là où il y a des significations, ainsi que le rappelait Gilles Granger, en lecteur aussi assidu d'Aristote que de Peirce et de Wittgenstein. Prendre une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une différence entre les idées qu'ils expriment. Prendre l'effet même de l'obscurité de notre pensée pour une propriété de l'objet auquel nous pensons. Telles sont aussi les deux erreurs dont Peirce dira qu'elles doivent être soignées avec la même énergie que le soulignera par après Wittgenstein, et puisque nous ne pouvons faire fi de nos énoncés, nous devons nous doter pour cette thérapie des outils linguistiques et logiques adéquats, indispensables organon. Ce pourquoi il faut donc suivre les recommandations de Jules Vuillemin, de Granger à la philosophie, la logique, mais en outre, comme il y a plus particulièrement insisté Jacques Bouvresse, la philosophie du langage apporte un irremplaçable concours. Il faut constamment rappeler la nécessité de clarifier certains présupposés ontologiques ou métaphysiques implicites des discours scientifiques et philosophiques, qu'il s'agisse de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, du langage, de l'esprit ou encore de l'éthique. La nécessité aussi d'analyser au plus près certains concepts qui, faute d'être élucidés, sont à la source de tant de confusion. Si la physique, par exemple, comme on le dit parfois, a renoncé aux causes, cela ne signifie pas qu'elle ait clarifié la nature du concept de loi, de capacité, d'objet physique, de substance, de propriété, de disposition ou encore d'événement. Et on pourrait multiplier les exemples, n'est-ce pas, dans le domaine, par exemple, des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit, à propos des concepts de causalité mentale, d'émergence, de survenance, d'intentionnalité. La réflexion métaphysique a donc bien deux caractéristiques majeures désormais incontournables, une fonction thérapeutique et une dimension d'analyse conceptuelle qui constitue la première étape par laquelle il faut passer pour songer à parvenir à quelque chose qui puisse s'appeler connaissance métaphysique. Attardons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur cette première étape. De quoi s'agit-il, en fait ? Eh bien, dans cette première étape, donc thérapeutique, il s'agit de procéder à l'analyse de nos concepts, non pas en décrire la structure grammaticale ou logique, mais pour les affiner, et comme je l'ai dit, si besoin est, pour les réviser. Si en effet, et contrairement à Kant, nous admettons que la connaissance métaphysique peut aller au-delà des phénomènes et faire plus donc que nous informer sur ces caractéristiques nécessaires de ce que nous pensons à son sujet, alors l'analyse conceptuelle doit s'inscrire, elle aussi, dans un projet de révision et non de simple description. Car en métaphysique, on cherche moins à dire ce qu'il y a, disais-je, qu'à déterminer le mode d'être particulier de telle ou telle chose. C'est bien à la recherche de propriétés que nous partons, et non de simples mots. L'analyse conceptuelle ne saurait donc être réductible à une simple analyse logique et linguistique. On ne s'enquiert pas non plus de n'importe quelle propriété. Lorsque vous posez la question « qu'est-ce qu'une personne ?» par exemple, vous n'avez pas besoin de vous entendre dire que toute personne a un profond désir d'être aimée, même si tel est bien le cas. D'une propriété, vous vous demandez ce qui fait qu'elle a une incidence sur ce qu'est un objet. Bref, ce qu'est son essence et ce qui justifie les distinctions que vous allez faire entre ses propriétés essentielles, ou dirons-nous, depuis Aristote, définitionnelles, et ses propriétés accidentelles. Il nous faut donc élucider d'abord ce qui régit notre pratique classificatrice, bien localiser, compter les choses, en n'introduisant pas plus d'entités qu'il n'en faut,
C'est un point sur lequel insiste énormément le grand métaphysicien Frank Jackson. Mais nous savons aussi, depuis Duns Scott, que ce qui a permis l'autonomie de la métaphysique, c'est le fait que j'évoquais brièvement tout à l'heure, qu'elle traite non pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être. En un mot, du possible. Et si la métaphysique doit pouvoir redevenir autonome par rapport aux autres sciences, logique, physique, mais aussi naturellement théologie, c'est parce que pour le docteur subtil, elle avait un objet propre, l'ens commune, l'être pris dans son détermination totale, lequel n'est réductible ni à l'acuité de la chose sensible, dans laquelle elle doit néanmoins se contracter, ni à la seule prédicabilité logique, laquelle est toutefois seule à même de lui conférer l'universalité. C'est grâce à cela, disait Duns Scott, qu'elle est en mesure, au-delà de l'opposition de l'être et du possible, de s'assurer du réel possible, c'est-à-dire de la réalité même de l'être possible des choses qui existent, et dès lors de la condition de possibilité des sciences en tant que sciences. La rigueur scientifique exige donc, vous voyez, qu'on parte du possible, seul susceptible de couvrir le domaine de l'existant contingent, comme celui du nécessaire ou de l'acuité métaphysique. Et pour ce faire, il n'est point d'autre méthode que celle qui consiste à raisonner par le possible. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que la postérité a souvent reproché à Duns Scott, déduire le principe premier par analyse au terme d'une conception développée sur des essences, mais tenter de dégager la structure interne du possible réel, tant il est vrai que celui-ci s'enracine dans le réel concret, de telle manière qu'on puisse induire le premier du second. Sans doute est-ce l'expérience qui pourra nous apprendre ensuite celle qui, parmi plusieurs possibilités métaphysiques, a le plus de chances d'être vraie dans la réalité. Mais l'expérience seule, une fois encore, ne peut déterminer ce qui est réel, nous en faisons l'expérience tous les jours, en l'absence d'une délimitation métaphysique du possible. Si l'on ne pouvait effectuer une partition entre des possibles, indépendamment de la manière dont le monde se présente, nous ne pourrions tout simplement pas dire à quoi ce monde ressemble. Lorsque nous décrivons la réalité, nous passons notre temps à reconnaître et à exclure des possibilités. Prenez l'expérience que vous pouvez faire en lisant une carte, par exemple, pour déterminer où est la source du fleuve ou la ville la plus proche, ou en faisant un énoncé aussi simple que le train part à 6 heures. En ce sens, le possible nous est aussi naturel que l'actuel. C'est un déterminant incontournable de la réalité. Contrairement à une idée répandue, la logique et l'épistémologie modale sont donc bien moins abstraites que l'on veut bien dire. C'est au contraire sur elles qu'il faut s'appuyer, et sur les modèles et les expériences de pensée qu'elles proposent, par application notamment de nos intuitions, non pas intellectuelles, mais communes à des cas possibles, afin de dissiper les illusions modales dont nous sommes constamment les victimes. On sait en effet, pour en rappeler quelques-unes familières à tous, que selon la conception que vous avez du possible, par exemple, vous considérerez plus ou moins aisément que ce qui est concevable, du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination, mais du seul entendement, est un guide sûr ou non de ce qui est possible. Mais quelque chose peut être a priori concevable et cependant impossible. Ce qui est concevable ne suffit donc pas à première vue à garantir ce qui est épistémologiquement possible ou impossible. Si je sais que le chat est sur le tapis, même si je puis parfaitement concevoir une situation dans laquelle il ne l'est pas, il ne m'est pas épistémiquement possible de le dire. Et ce qui est logiquement possible ou non contradictoire ne l'est pas forcément physiquement ou métaphysiquement, pris au sens absolu où Dieu, par exemple, aurait pu vouloir que les choses eussent pu être autrement. Ainsi, il n'est possible, en aucun de ces sens, que quelque chose soit rouge et non rouge. Il est logiquement, mais pas métaphysiquement possible, que quelque chose soit rouge et non étendu.
Il est métaphysiquement, mais pas physiquement possible, que quelque chose voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Et il est possible, dans les trois sens du terme, que quelque chose voyage plus vite que la navette spatiale. Vous pouvez aussi juger logiquement possible ou nécessaire, au sens large, ce qui est vrai dans tout monde logiquement possible, c'est-à-dire dans tout monde possible. Logiquement nécessaire sera alors coextensif à ce qui est métaphysiquement nécessaire. Bon, vous voyez, j'arrête là, mais l'analyse conceptuelle est évidemment très précieuse, car tout en comportant une partie a posteriori et empirique, elle permet aussi, en élargissant la fonction habituelle de nos concepts par les modèles possibilistes commodes de la logique modale, de parvenir à des résultats a priori. Elle permet ainsi de définir, d'identifier ce dont on parle, de répondre à la question de savoir si la manière dont sont les choses données dans tel vocabulaire rend vraie une explication donnée dans tel autre. Et une fois encore, ce n'est pas rien quand vous songez à quel point il importe d'avoir les idées claires en métaphysique, et j'oserais dire dans la vie de tous les jours, et de ne pas prendre à tort, n'est-ce pas, une simple différence dans nos mots ou dans nos idées pour une différence dans les choses. Il semble donc, du moins, dans l'étape thérapeutique indispensable, que nous ayons tout intérêt à l'adopter, évidemment, en métaphysique. Mais elle est d'autant plus précieuse, vous voyez, qu'elle ne dispense pas du tout, et va même de pair avec, la méthode de test et de massage énergique auquel nous soumettons, par ailleurs, nos intuitions communes. Il s'agit, au fond, ici d'approfondir une réflexion dans le style de celle qu'avait inaugurée Locke, si vous vous souvenez bien, celle des expériences de pensée, puis de tester diverses solutions possibles à partir du réseau d'intuitions, souvent incompatibles, qu'on a constitué pour voir celles qu'il convient de conserver ou finalement d'écarter. À certains égards, le métaphysicien ne fait donc rien d'autre que ce qu'entreprend le psychologue du développement ou le théoricien des sciences politiques. Il rassemble, comme peuvent le faire le biologiste, l'économiste ou le physicien, les éléments de la théorie commune ou populaire qui vont constituer un réseau de principes, et comme eux, eh bien, il va s'employer ensuite à les tester et, si besoin est, à les réviser, en s'instruisant en particulier du caractère contradictoire de ces intuitions. Par exemple, sur l'identité personnelle, sur le changement, selon qu'il suivra une perspective tridimensionnelle, en se représentant un objet existant à un temps comme totalement présent à ce temps, ou endurant, ou que l'autre adoptera une perspective quadridimensionnelle, l'objet existant à un temps en ayant une partie temporelle à ce temps, bref, en perdurant. Que l'intuition commune ne soit pas sacro-sainte signifie aussi que si tel concept a fait ses preuves, cela n'implique pas qu'il serait irrationnel de le changer à la lumière de ce que nous apprend la réflexion, ou telle découverte empirique, ou du moins d'effectuer des ajustements raisonnables. En un mot, et ce n'est pas rien, il faut admettre en métaphysique, science jadis tenue pour universelle, nécessaire et apodictique, le principe du faillibilisme. Il faut préserver ce lien entre la métaphysique et la psychologie. Et cela importe, car qu'on le veuille ou non, comme je vous le disais, nos croyances sont le produit de l'évolution. Cela veut dire aussi, et même si cela ne signifie pas qu'elle n'aura pas à leur égard une attitude critique, que la métaphysique, aussi engagée soit-elle dans un projet de révision, doit être attentive à ce que la philosophie de l'esprit, la psychologie et les sciences cognitives peuvent avoir à lui apprendre. On peut fort bien ici envisager qu'il y ait une harmonie entre les facultés cognitives de l'homme, d'une part, et la réalité de l'autre. C'est ce que pensait Meyerson. Philosophie de la nature, philosophie de l'intellect. À tout le moins, c'est déjà ce que pensait Kant, n'est-ce pas ? À tout le moins, je rappelle, ce type de réflexion s'impose. Bon, exagérer l'absence de rapport entre l'aspect a priori de l'analyse et son aspect a posteriori n'en serait pas moins, évidemment, catastrophique. Pas seulement en raison du risque de métaphysique en apesanteur que cela induirait, mais parce que la logique et la sémantique elles-mêmes sont toujours à un degré ou à un autre liées à nos raisons empiriques, ce qu'on ne perçoit pas toujours avec évidence, n'est-ce pas ? Mais donc aussi aux découvertes scientifiques. Voilà qui me conduit à préciser, à présent,
ce que sont donc les 4 étapes majeures, à mon sens, de ce qui va permettre de parvenir à une authentique connaissance métaphysique. 4 étapes, à mon avis, sont nécessaires et aussi importantes les unes que les autres. Vous l'aurez compris, donc, je récapitule la première. Toute enquête métaphysique exige de partir du cadre formel, a prioriste, de l'analyse, qui seul permet de dégager les conditions de possibilité en termes de conditions de vérité et de signification des concepts que nous utilisons, et de veiller notamment à effectuer les distinctions modales qui s'imposent. Deuxièmement, il convient en un second temps de voir si et en quel sens les catégories de notre pensée et de notre langage sont non pas de simples fonctions du jugement, comme le pensait Kant, mais bel et bien le miroir des catégories de la réalité. L'enquête métaphysique suppose donc une investigation a posteriori et une confrontation avec les sciences empiriques. Il faut ensuite, troisième étape, c'est la partie proprement épistémologique du défi de l'intégration, réfléchir à la manière dont nos catégories et nos jugements constituent a posteriori, à leur tour, des savoirs, par confrontation donc avec les sciences déjà constituées, mais en s'attachant à déterminer aussi si et pour quelles raisons, par exemple, des théories scientifiques sont vraies, peuvent recevoir le titre de connaissance justifiée et obligent ou non à un engagement en faveur du réalisme scientifique et épistémologique, troisième étape. Il importe aussi, et enfin, dans un quatrième moment, de s'interroger sur le type de réalité dont nous parlent alors ces théories, sur la nature des propriétés réelles, notamment catégoriques ou dispositionnelles, qui la constituent, sur les relations causales et nomiques qu'elles ont entre elles, et sur ce qui est nécessaire pour en garantir l'unité. Bref, pour en faire le ciment des choses. Et c'est alors le temps de l'engagement proprement métaphysique. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur la deuxième étape, qui nous permet de préciser un peu quelle est la place exacte qui reste dans ce contexte à la dimension a posteriori du projet métaphysique lui-même. En d'autres termes, aux sciences empiriques, dans la détermination de ce qui est. Sans doute, ai-je dit, les relations ne sont pas faciles, mais je pense qu'on peut, pour éviter les risques que j'ai identifiés plus tôt, proposer quelques principes et règles de bonne conduite pour faciliter la vie en commun entre le métaphysicien et le scientifique. Je rappelle ces principes et ces règles que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de donner. Premier principe, assez simple, rejeter tout scientisme et refuser de considérer d'emblée, ainsi que l'écrivait en 1957 Hans Reichenbach, que ce dont a besoin une philosophie scientifique, c'est simplement d'une réorientation des désirs philosophiques. Cesser encore, ainsi que sont tentés de le faire certains métaphysiciens scientistes, de revendiquer comme motivation exclusive de la métaphysique les tentatives faites pour unifier les hypothèses et les théories qui sont prises au sérieux par la science contemporaine. Deuxième principe, rappeler toujours qu'expliquer, ce qui reste un objectif, c'est bien viser un contenu communicable, comme le rappelait fort justement Schlick, mais également réduire. Il serait extravagant de revenir sur les succès ainsi rendus possibles dans notre connaissance et dans notre maîtrise de la nature. Troisième principe, aucun métaphysicien sérieux ne peut passer outre au principe explicatif de clôture causale et nomologique de la physique, dont les lois sont universelles et fondamentales, auxquelles se soumettent du reste les sciences spéciales, ni à celui d'un physicalisme ontologique et même épistémologique minimal, si l'on entend par là l'idée somme toute banale, selon laquelle toutes les choses qui existent en ce monde sont des morceaux de matière et des structures provenant de l'agrégat de ces morceaux de matière, se comportant tous en conformité avec les lois de la physique. Quatrième principe, ne pas rejoindre trop vite ce qu'on a appelé le consensus non réductionniste, auquel peuvent conduire certains dilemmes, comme celui que pose aux physicalistes le statut des propriétés mentales. S'efforcer plutôt de ne pas redouter le réductionnisme, en cherchant de nouveaux modèles qui permettent de distinguer les réductions de pure et simple
élimination. C'est à ce travail notamment que s'emploient un certain nombre de philosophes des neurosciences, quand ils ne sont pas de purs éliminativistes. Je dois avouer que le plus souvent c'est le cas, mais ceux qui sont un petit peu plus philosophes, n'est-ce pas, essaient de trouver de nouveaux modèles de réduction, justement. Et c'est ça qui est intéressant, des modèles de réduction capables de mettre en différence, par exemple, des mécanismes qu'on dit interniveaux plutôt qu'intraniveaux entre les différentes sciences. Quelques règles de bonne conduite permettront, je pense, aux métaphysiciens et aux savants de cohabiter en bonne intelligence. Première règle, on peut admettre avec Wilfried Sellars que, s'agissant de la description et de l'explication du monde, la science est bien la mesure de toute chose, de ce qui est et de ce qui n'est pas au niveau fondamental des choses. Cela donne déjà en négative, sur la base de tous les critères raisonnables d'interprétation des théories scientifiques, un premier principe à respecter. Il y a incontestablement un certain nombre de positions philosophiques que, dans l'état actuel des connaissances, l'on ne peut plus soutenir. Même s'il nous faut aussi garder à l'esprit que l'unité des sciences reste un idéal, que la complétude causale du physique n'est toujours pas réalisée ou n'est close qu'en principe, et qu'elle peut certes valoir comme une norme méthodologique, mais non comme un principe analytique. Mais, deuxième règle, et c'est la philosophie des sciences elle-même qui nous l'enseigne, il n'y a jamais un chemin royal qui, d'une théorie physique, d'un théorème mathématique ou de résultats d'expérience, mène directement à des conséquences métaphysiques déterminées et nécessaires. Ce qui permet d'avancer, évidemment, un principe cette fois positif. Comme l'expérience ne possède pas à elle seule la force logique de déterminer la théorie scientifique, voire l'interprétation que nous allons faire d'une théorie scientifique donnée, cela doit nous permettre, par l'évaluation des conséquences ontologiques des positions en présence, de proposer à partir de la situation empirique certaines conséquences métaphysiques et d'en évaluer le coût et ou la pertinence. Ce n'est donc pas seulement pour des raisons, vous voyez, esthétiques de cohérence qu'il y a place pour la métaphysique, ni davantage parce qu'on aspirerait à des ambitions systématiques ou que l'on rêverait d'unité ou de position absolue. On en a besoin au sens fort et en tout premier lieu pour interpréter les théories scientifiques elles-mêmes. Il y a autonomie de la métaphysique et irréductibilité à certains égards à ce qui se fait en science, y compris aux problèmes métaphysiques propres à la science, s'agissant par exemple du choix que vous allez faire entre le réalisme scientifique ou l'instrumentalisme, de la conception que vous allez adopter sur les lois de la nature, sur les espèces naturelles, etc. Ou encore la question de savoir si, alors même que la science nous informe sur bien des choses surprenantes et ne modélise plus le monde en termes d'objets, elle rend ou non caduque le statut quotidien d'objets comme des tables et des chaises, ou bien s'il reste suffisamment de cohésion à notre échelle dans certains aspects du monde pour que le groupe de systèmes cognitifs que nous sommes, n'est-ce pas, mus par des intérêts pratiques, puisse encore les repérer et les catégoriser pour la vie de tous les jours. D'où l'utilité, l'indispensabilité même, si vous voulez, d'un point de vue stéréoscopique, n'est-ce pas ? Deux perspectives différentes sur un paysage se fondant pour former une seule expérience cohérente, tant il est vrai que, quels que soient les constituants ultimes de la pensée conceptuelle, le processus grâce auquel l'esprit d'un individu pense le monde doit, de manière plus ou moins adéquate, faire écho à la structure intelligible du monde. Ajoutons une quatrième règle. La science, ai-je dit, est une entreprise de catégorisation. Mais ni les phénomènes observables à l'échelle macroscopique, ni l'information scientifique concernant la constitution interne des choses ne peuvent mener cette catégorisation à bien sans une délimitation proprement métaphysique des choses. Nous devons, par exemple, déjà être en possession d'une catégorisation ontologique des substances, n'est-ce pas, et des conditions dans lesquelles, par exemple, un organisme vivant peut métaphysiquement persister identiquement à travers un certain changement, le tétard qui devient une grenouille, pour être en position de décider, et ce quel que soit le nombre de preuves empiriques dont nous disposons, si ce changement doit être classé comme une transition de phase
ou comme un changement substantiel. Vous mesurez ici à quel point il est important donc de distinguer dans des questions de ce type ce qui relève à proprement parler de la contribution a priori de la métaphysique et de la contribution a posteriori des sciences empiriques. Enfin, être complet est une chose. J'ai parlé du principe de clôture, n'est-ce pas, causale de la physique. Mais être fondamental en est une autre. Or, le principe de clôture causale, de ce point de vue, en dépit de nos intuitions physicalistes, ontologiques incontestables, est ontologiquement neutre, si l'on peut dire, sur ce qui est ou n'est pas au niveau fondamental des choses. En d'autres termes, sur ce qui définit essentiellement le physique. Et sur la question de savoir en particulier, si les niveaux de réduction auxquels on peut consentir sur le plan de la méthode se retrouvent ou non sur le plan ontologique. De quoi est fait le monde? De plusieurs couches, strates, niveaux de réalité ou d'une seule? De plusieurs niveaux de propriété, catégoriques, dispositionnels, les secondes étant réductibles aux premières, ou uniquement de l'une ou l'autre de ces espèces. Comme vous le voyez, ce n'est ni la seule analyse conceptuelle, ni la science qui vous permettront de trouver une réponse à ces questions. C'est pourquoi, en effet, on ne pourra pleinement parler de connaissance métaphysique qu'une fois accompli au moins les deux autres étapes du parcours que je vous ai indiquées. J'en viens donc à présent à ce que nous avons identifié comme l'aspect proprement épistémologique du défi de l'intégration, qui me ramène au deuxième point que je notais en préambule concernant l'évolution à laquelle nous avions assisté, non seulement, vous disais-je, du concept et des méthodes de la métaphysique, mais aussi de ce qui entoure les concepts de science, de connaissance, ainsi qu'au renouvellement extraordinaire du domaine de la philosophie de la connaissance. Car si l'on rechigne encore à prendre au sérieux l'idée même d'une possible connaissance métaphysique, c'est peut-être aussi que l'on n'a pas encore pris toute la mesure de l'évolution qui s'est produite dans nos concepts mêmes de science et de connaissance, ni davantage de l'essor considérable et somme toute assez récent du domaine, cette fois, de la philosophie de la connaissance. Quelques brefs rappels. S'agissant tout d'abord de la science, que mettons-nous au juste sous ce concept, n'est-ce pas? Car seule la paresse ou l'ignorance, ou dans certains cas la pure et simple malhonnêteté intellectuelle, peuvent expliquer que certains accordent encore quelques crédits à une vision positiviste et scientiste de la connaissance scientifique. Aucune personne de bonne foi, en tout cas certainement pas un philosophe des sciences, ne pourrait admettre aujourd'hui que le concept de science ou de connaissance qui prévaut soit celui impérial qu'il pouvait encore avoir chez Kant, de système achevé, apodictique ou doté des vertus de nécessité et d'universalité. Comme le notait il y a un certain temps déjà Patrick Soppes dans Probabilistic Metaphysics, ouvrage de 1984, il faut bien davantage concevoir le terme sous une forme qui oblige à repenser non seulement certains concepts absolus, espace, temps, être, mais aussi la nature probabiliste des lois, de la matière, de la causalité. Notez le presque impossible accès à des connaissances certaines, tant celles-ci sont plutôt approchées, conjecturales, faillibles, provisoires. À faire la part belle à la complexité des phénomènes, au doute, à l'idée de recherche procédant par essai et erreur, aux rectifications, à la falsification autant qu'à la confirmation, sans doute plus même qu'à la confirmation ou à la vérification. Ce n'est donc pas faire preuve, vous voyez, d'hostilité à la science, bien au contraire, que de noter que sa marque n'est justement pas le scientisme ou le dogmatisme, mais plutôt, comme en témoigne toute activité scientifique normale, les incertitudes, les tâtonnements, l'incomplétude qui rendent du reste si aigu le risque du scepticisme, de l'irrationalisme et du relativisme intégral. Je n'ai pas besoin de vous faire une illustration en ce moment sur les climato-sceptiques, etc. Que l'examen de ce risque
et c'est mon troisième point, soit au cœur des travaux monumentaux qui se sont développés en philosophie de la connaissance, mais aussi en métaphysique et en éthique dans les 50 dernières années, comme j'avais pu en donner un bref aperçu dans le doute en question, n'a donc rien d'étonnant. Au sein de ce jeune continent qu'est la philosophie de la connaissance, on peut désormais, en effet, très schématiquement, distinguer 4 grands courants, au moins, qui ont déjà leurs textes classiques et leurs auteurs de référence. Tout d'abord en continuant de s'inscrire sur fond de l'analyse platonicienne de la connaissance, essentiellement comme croyance vraie dotée de raison ou justifiée, selon deuxièmement un modèle plutôt aristotélicien, mettant en valeur dans ce qu'il est convenu d'appeler l'épistémologie des vertus, l'importance plutôt, vous voyez, de l'agent intellectuel et la place de l'éducation des aptitudes ou dispositions de l'agent aux vertus épistémiques, ou bien encore, troisièmement cette fois, sur le mode plus lockéen de la connaissance comme état mental primitif, là je pense notamment aux travaux désormais classiques de Tim Williamson, n'est-ce pas, ou enfin quatrièmement, sur fond d'un modèle plus pragmatiste ou réaliste, dans lequel la connaissance s'entend davantage comme un processus dynamique d'enquête, mettant en jeu des formes de savoir pratique autant que propositionnelles, la perception de valeur, et où s'impose au moins autant qu'une analyse des conditions de possibilité de la connaissance, une lutte contre le scepticisme, une analyse des conditions de possibilité du doute lui-même et de la rationalité normative. Comme je l'avais indiqué dans le doute en question, c'est davantage sur ce modèle de l'enquête, système socratique de questions et de réponses, de doutes et de croyances, dont le but est de fixer ces dernières, non de fournir une vérité absolue et définitive, qu'il faut, à mon avis, penser la connaissance en général, y compris donc, vous l'aurez compris, la connaissance métaphysique. Mais ce n'est évidemment pas une raison de considérer que cela dispense du même coup de satisfaire aux obligations minimales et assez peu contestables qu'ont mis en évidence les partisans d'une épistémologie en termes de croyances vraies, justifiées, ou d'une épistémologie des vertus. Quiconque cherche à déterminer en quoi peut consister une connaissance métaphysique ne peut donc, ni plus ni moins qu'un autre, éviter de s'interroger, selon moi, sur le type de croyance, de vérité, de justification auxquelles nous avons éventuellement affaire en métaphysique. S'agit-il de croyances dont la vérité dériverait du sens commun, à des vérités scientifiquement établies partant nécessairement contraires à l'image manifeste que nous renvoie le monde, ou bien à des croyances qui seraient vraiment d'un tout autre ordre? Vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, quelle raison, quelle justification avons-nous d'entretenir ces croyances, de privilégier telle ou telle conception de la vérité, de juger la connaissance des choses qu'elles nous livrent seulement concevable, possible, ou peut-être, qui sait, nécessaire? Vous l'aurez compris, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il est possible d'appliquer, en un sens qu'il convient évidemment de préciser de façon très, très attentive, mais qui n'est pas forcément bien différent de son sens ordinaire, pour reprendre les termes de Jules Vuillemin, le terme de vérité à la métaphysique. Vuillemin parlait de métaphysique de la connaissance, et de voir aussi en celle-ci bel et bien une connaissance, et qu'il faut s'engager plutôt dans le sens d'un réalisme assez robuste, plutôt que dans celui d'un nominalisme des axiomatiques ou des structures. Je ne souhaite pas en particulier voir dans ce dont traite la métaphysique quelque chose qui s'apparenterait à une simple métastructure dont l'objet serait le sens, lequel constituerait alors un substitut du critère absent de vérité, ainsi que préférait l'envisager par exemple Gilles Granger. On doit pouvoir défendre l'idée selon laquelle la métaphysique vise la vérité, et que s'il y a un sens à se poser encore la question kantienne de sa possibilité comme science, c'est parce qu'elle correspond, comme enquête rationnelle, à certaines caractéristiques suffisamment distinctives par ailleurs pour pouvoir constituer le cœur d'une discipline indépendante et dont les justifications intellectuelles méritent d'être explorées. Mais je m'empresse d'ajouter que lorsque je dis que la métaphysique vise la vérité, je n'entends pas cela en un sens minimaliste, au sens où peuvent l'entendre ceux qui réduisent la vérité à la simple cohérence ou à la redondance ou à telle ou telle version déflationniste du vrai. J'entends aussi, du moins vais-je essayer de le montrer, qu'il faut lui donner un sens
compatible avec un engagement ontologique, même si cet engagement ne correspond pas à ce que l'on met souvent sous les termes de vérité-correspondance. En d'autres termes, on doit pouvoir montrer que la métaphysique est bel et bien l'étude de la structure la plus fondamentale de la réalité, et donc qu'une connaissance métaphysique de la nature est possible. J'ai bien conscience du fait que je m'avance beaucoup. De mes maîtres, j'ai appris que la faute la plus grave en philosophie, surtout si on est attaché comme on doit l'être à la défense de la vérité et à l'exigence rationaliste, c'est sûrement de s'avancer à dire plus de choses qu'on en sait. Car Herbart a beau dire, force est de reconnaître en effet qu'on ne se départit pas si aisément de la circonspection kantienne, bien sûr. Souvenons-nous du vertige qui nous saisit dès que nous voulons comprendre, par exemple, le rôle de la causalité dans la nature. Les phénomènes s'y suivent et semblent se commander. Je cite Meyerson. La cause entraîne l'effet. Mais comment cela se fait-il? Quel est le lien qui relie l'effet à la cause? Et y a-t-il même un lien, un ciment qui les rattache l'un à l'autre? Ou s'agit-il, comme Hume a cru pouvoir le démontrer, d'une pure illusion de l'esprit, née de ce que nous avons l'habitude de les voir se poursuivre dans le temps et que nous transposons cette constatation en nécessité, en transformant la séquence en conséquence. Fin de citation. La tentation, évidemment, est donc forte d'en conclure que si notre recherche de l'essence intime de la colle, du ciment qui lie l'effet à la cause, de ce mystérieux pouvoir causal est hors de portée, c'est parce que cette recherche est sans objet. C'était l'avis de Schlick, mais aussi de Meyerson. Je le cite. Le ciment mystérieux est introuvable, écrit-il, parce qu'en réalité, il n'existe rien de pareil. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle, aussi hostile au positivisme et aussi réaliste qu'il fut, Meyerson s'arrêtait, comme on sait, en chemin, et refusant de suivre jusqu'au bout les voies métaphysiques de la philosophie de la nature, avouait ses préférences pour les cotonnades plutôt que les soieries, et les voies certes nourries de l'histoire et de la philosophie des sciences, de la philosophie de l'intellect, éclairant ainsi le cheminement de la pensée, mais trop partiellement encore le lien, pourtant renoué par lui, entre nature et intellect. Mais, à Dieu ne plaise, je fais le pari inverse, préférant, à la différence du réaliste Meyerson, les soieries aux cotonnades, et suivant ici surtout les recommandations de celui qui reste pour moi une source constante d'inspiration, le logicien, mathématicien, chimiste et métaphysicien que j'ai déjà nommé, Charles Peirce. Pour ce dernier, la méthode de clarification conceptuelle, empruntant plus au demeurant à la logique ou à la sémantique ou à la sémiotique qu'au langage ordinaire, devait certes une fois éliminer les faux problèmes de la métaphysique traditionnelle, jeter les bases d'une nouvelle théorie de la signification et de la connaissance, mais de telle manière aussi, disait-il, qu'elle se mit alors au service d'une métaphysique qui, une fois purifiée, devait pouvoir se faire scientifique et, ajoutait-il, réaliste. Mais après tout, est-ce là un pari si insolent? Ne pouvons-nous faire mieux? Et si oui, comment en particulier réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect? En d'autres termes, et j'en viens ici pour finir à l'aspect proprement métaphysique du défi de l'intégration, est-il impossible de répondre au défi de l'intégration au plan métaphysique? Je pense que non, et en tout cas, on doit au moins essayer d'y répondre, car on ne peut pas s'en tenir au seul plan de l'épistémologie. Il nous faut aussi déterminer ce que nous savons, quand et si nous savons quelque chose. Nous avons tous, et le philosophe autant qu'un autre, besoin de promesses. La métaphysique en est assurément une, et non des moindres, celle de nous donner une vision du monde, de nous dire de quoi le monde est fait et quelle y est notre place. Mais les promesses ne nourrissent pas, et surtout pas un philosophe. Pas avant, en tout cas, qu'il n'ait fait de son mieux pour répondre aux défis qu'on lui a lancés. Il me semble qu'il y en a deux, particulièrement aigus aujourd'hui. L'attaque de l'idéalisme, qui, sous les formes diverses qu'il revêt, menace en permanence notre prise sur le monde. Deuxième défi, montrer que la métaphysique, cette reine déchue, a encore bien des armes pour nous aider dans ce combat et pour répondre donc à ce défi de l'intégration qui se pose à tout être rationnel,
désireux d'éclairer le lien entre la manière dont nous parvenons à connaître les vérités de tel ou tel domaine et la manière dont nos croyances s'arriment aux faits du domaine en question et peuvent alors revendiquer le titre de connaissance. Essayons donc, pour finir, en quelques mots, de proposer, si vous le voulez bien, quelques outils qui permettraient de relever ces défis et par là même de donner vraiment corps, cette fois, à une authentique connaissance métaphysique. Comme je l'ai dit, si on veut parvenir à une authentique connaissance métaphysique, 4 étapes s'imposent. La quatrième est celle, vous vous en souvenez, que j'appelle l'engagement métaphysique proprement dit, qui, tout en pariant bien sur une forme de réalisme scientifique que sur un réalisme dispositionnel engagé, va tâcher de s'inscrire dans une démarche que je qualifierais d'humilité raisonnée. Alors, je ne vais pas, évidemment, dans le temps qui me reste, détailler tous les aspects de ce réalisme dispositionnel que je souhaite défendre, mais je dirais très sommairement, pour l'intelligence du propos d'aujourd'hui, et qui nous servira aussi pour l'examen des questions que nous aborderons demain, que ce réalisme dispositionnel développe 5 caractéristiques majeures. Tout d'abord, ce n'est pas un réalisme métaphysique. Un réalisme métaphysique, ou ce que Putnam appelle encore un externalisme, si vous voulez, c'est une sorte de déclaration d'indépendance. Le réel est absolument indépendant de la manière dont nous pouvons le concevoir. Ce type de réalisme métaphysique, même s'il est encore défendu par quelques hurluberlus aujourd'hui, comme Michael Davitt, me semble une énormité. En tout cas, Peirce avait montré justement qu'aucun scolastique sérieux ne pouvait, dès le XIIIe et le XIVe siècle, prendre ce genre de choses au sérieux. On n'avait pas besoin d'attendre Putnam, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas un réalisme métaphysique que je veux défendre. C'est un réalisme avec la métaphysique, mais pas un réalisme métaphysique. J'y tiens évidemment énormément, la distinction est d'importance. C'est un réalisme que je qualifierais de scolastique, inspiré des médiévaux, et qui emprunte certains traits du scotisme, réélaborés à la lumière de la science contemporaine et d'intuition peircienne. Deuxièmement, c'est foncièrement ensuite un réalisme sémantique. Le réel, je pars du principe, mais c'est quelque chose qu'Aristote nous a enseigné, n'est-ce pas ? C'est ce qui signifie quelque chose de réel. Vous ne pouvez pas aller au-delà des significations de ce qui est. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ? Troisièmement, il s'agit d'un réalisme des propriétés qui pose un critère causal d'existence. Vous allez comprendre. Quatrièmement, il suppose un engagement en faveur du réalisme scientifique et donc s'inscrit en faux contre l'instrumentalisme. Cinquièmement, il se caractérise, et c'est ce qui va nous concerner demain, comme un réalisme essentialiste, mais un essentialisme mince ou étroit, dynamique et relationnel, dont je pourrais en quelques mots résumer le principe. Les dispositions réelles que nous rencontrons tout autour de nous dans la réalité et qui constituent la majeure partie du paysage réel qui nous entoure, n'est-ce pas, trouvent leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle de lois. Mais les lois, à leur tour, ne sont des descriptions vraies du monde que pour autant qu'elles se fondent dans ce que les choses peuvent faire, les choses étant prises au sens de possibilia réels, qui sont métaphysiquement nécessaires, mais découverts a posteriori au contact de l'expérience. J'ai bien conscience que c'est une manière ramassée, évidemment, de dire ma thèse, mais je ne peux pas vous dire mieux pour le moment. Je vous demande simplement de me faire, d'attendre un peu comment j'illustre ce point. Si vous voulez, je pars dans l'exploration de la nature de 3 hypothèses. En suivant la première, qui rejoint en fait une façon de voir qui ne m'est pas propre, et que je partage avec de nombreux métaphysiciens contemporains. Je pense par exemple à des auteurs comme Brian Ellis, mais aussi Romare, Nancy Cartwright, Stephen Mumford, Alexander Bird, George Molnar, n'est-ce pas ? Je soutiens que la réalité se définit essentiellement en termes de propriétés dispositionnelles et de pouvoirs causaux. Comme le dit par exemple Stephen Mumford, un universel physique existe si et seulement s'il est un membre de la toile causale. Si oui, alors il existe, qu'il soit ou non instancié. La valeur explicative du recours aux dispositions
résident de manière caractéristique dans leur efficacité causale et dans le fait qu'elles soient des propriétés. Ce qui nous donne un premier critère d'identification des propriétés des choses, le pouvoir causal intrinsèque de la propriété. Ce qui fait d'une propriété la propriété qu'elle est, ce qui détermine son identité, si vous voulez, c'est le potentiel qui est le sien de contribuer aux pouvoirs causaux des choses qui l'ont. Ce critère implique plusieurs choses. Tout d'abord, que si dans toutes les circonstances possibles, deux propriétés X et Y contribuent de même façon aux pouvoirs causaux des choses qui les ont, alors X et Y sont une seule et même propriété. Deuxièmement, le critère causal identifie à première vue une propriété intrinsèque. Le philosophe Georges Molnar, qui défend la thèse selon laquelle toutes les propriétés sont des pouvoirs, insiste bien sur ce point. Les pouvoirs sont, dit-il, des propriétés de leurs porteurs. C'est là l'un des traits de prime abord fondamentaux des pouvoirs que toute analyse doit préserver. Troisièmement, même si le critère causal identifie bien une propriété intrinsèque, il s'inscrit, c'est très important, dans le cadre d'un groupe, cluster, de propriétés et dans un contexte d'exercice conditionnel. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre tout de suite comment, dans la réalité qui nous entoure, ça marche. Contrairement en effet à la définition traditionnelle historiquement donnée des pouvoirs à travers les couples actifs-passifs potentiels actuels, il faut davantage insister sur ces deux caractéristiques des pouvoirs que sont la mutualité ou réciprocité et la conditionnalité. Soit, par exemple, la propriété d'avoir une forme de couteau. Exemple que j'emprunte à Sidney Shoemaker. Eh bien, si je ne connais que cette propriété, je ne connais pas grand-chose de ce qui résultera au gré des circonstances de sa présence. Peut-être est-ce un couteau en acier qui a cette propriété de forme de couteau. Mais après tout, il peut aussi s'agir d'un bout de bois balsa, d'un morceau de beurre, ou même d'un nuage étrange qui aurait pris la forme d'un gaz invisible. Donc vous voyez que parler de mutualité et de conditionnalité des pouvoirs signifie qu'aucun pouvoir n'appartient nécessairement en exclusivité aux choses qui ont cette propriété. Par exemple, si celle-ci se combine aux propriétés d'avoir la taille d'un couteau et d'être en acier, alors l'objet qui aura ces propriétés aura alors nécessairement un certain nombre de pouvoirs. Celui de couper du beurre, du fromage et du bois, si on l'applique à ces substances avec la pression adéquate, et aussi le pouvoir de produire en nous toutes sortes d'impressions sensibles, moyennant de bonnes conditions d'observation, ou encore le pouvoir de laisser une impression d'une certaine forme, si on l'applique à de la cire molle, que l'on retire, etc. Si vous combinez à présent la propriété forme de couteau avec la propriété être en verre, vous aurez un ensemble relativement différent de pouvoirs qui recouperont l'ensemble issu de sa combinaison avec la propriété être en acier. Vous voyez, il en ira de même avec la propriété être en bois, être en beurre, etc. Si vous suivez cette inspiration, vous pouvez dès lors considérer que l'identité d'une propriété, quelle qu'elle soit, est bel et bien déterminée par ses potentialités causales, par la contribution qu'elle est capable d'apporter aux pouvoirs causaux de la chose qu'il a. Et les potentialités causales qui sont essentielles à une propriété correspondent bien au pouvoir conditionnel qui constitue le groupe avec lequel vous pouvez identifier la propriété. Avoir une potentialité causale pour une propriété, c'est être tel que tout ce qui l'a a un certain pouvoir conditionnel. Deuxième hypothèse. Une telle définition, si nous l'adoptons, permet alors de saisir ce qui est correct dans la thèse selon laquelle les propriétés ne sont que des pouvoirs ou que toutes les propriétés sont en un sens dispositionnel. Mais, et j'y insiste car la distinction, nous allons le voir, est importante, elle permet aussi de reconnaître la vérité d'une objection souvent adressée à cette position et à laquelle nous devons constamment rester attentifs, à savoir que les pouvoirs ou les dispositions d'une chose sont distincts de celle-ci parce que fondés dans ses propriétés intrinsèques. Il est très important, disais-je, d'avoir à l'esprit cette distinction, car ce que je vais montrer, donc c'est la deuxième hypothèse que je fais, c'est que même si vous admettez qu'une chose est essentiellement un ensemble de pouvoirs causaux et de propriétés dispositionnelles, d'une part,
Cela ne signifie pas que l'essence d'une chose, quelle qu'elle soit, se réduise à un ensemble de propriétés dispositionnelles, ni du reste à un ensemble de propriétés seulement essentielles, car il vous faut pouvoir distinguer entre propriétés essentielles et propriétés accidentelles, j'y reviendrai demain, et d'autre part, cela ne signifie pas que je tienne l'ensemble de la réalité, encore moins ce qui permet d'en assurer l'intelligibilité, comme étant de part en part constituées de choses qui seraient toutes essentiellement dispositionnelles, perspective moniste ou pandispositionnaliste, si vous voulez, parfaitement idéaliste cette fois, et qui reviendrait en particulier à annuler la pertinence des lois de la nature et, comme je l'ai dit, à nier la présence bien réelle de propriétés ou de qualités accidentelles. On doit en effet, troisième hypothèse, éviter le pandispositionnalisme, mais pourquoi ? Bien, tout simplement parce que sinon seulement toutes les propriétés du monde sont dispositionnelles. Mais si, de surcroît, toutes les choses sont essentiellement dispositionnelles, on court le risque d'un monde berkeleyien dans lequel il n'y aura plus de distinction entre qualité première et seconde, un monde circulaire dans lequel, comme le notait Russell, toutes les choses finiraient par déteindre les unes sur les autres. Bref, un monde incohérent. N'est-ce pas ? En témoigne d'ailleurs l'analyse contrefactuelle en termes de monde possible, dont le résultat est affligeant. Si on suppose qu'un monde est entièrement décrit par ce qui est vrai dans des mondes voisins, alors toutes ces vérités, à leur tour, s'évanouissent dans des vérités relatives à d'autres mondes encore plus voisins. En conséquence, concluait Simon Blackburn, il n'y a plus de vérité nulle part. Or, dans un tel monde, non seulement nous serions obligés d'affronter des propriétés en quelque sorte déréalisées, ou auxquelles le concept de vérité, comprenez bien, serait inapplicable, mais ce serait aussi un monde dans lequel, ainsi que le décrit par exemple David Armstrong, l'objet contient toujours en lui de manière essentielle une référence à une manifestation qui ne s'est pas produite, il pointe en direction de quelque chose qui n'existe pas. Nous voulons bien accorder que la réalité comporte de l'intentionnalité, que Brentano, incidemment, vous vous en souvenez, tenait pour une marque distinctive du mental, dirigé vers des objets, des états de choses existants, mais il n'est pas sûr que nous souhaitions, si, comme le font certains, je pense par exemple au philosophe Place, nous tenons que l'intentionnel est comme une marque non pas tant du mental que du dispositionnel, réduire toute la réalité à de l'intentionnalité. N'oublions donc pas que cette menace pèse en permanence sur celui qui veut voir des dispositions partout. Si toutes les propriétés rares ne sont que des pouvoirs, toute distinction sérieuse se perd entre les pouvoirs et leurs manifestations, et l'on peine alors à se figurer un événement réel. Pour le dire en termes scolastiques, le monde ne passe jamais de la puissance à l'acte. Rien n'arrive jamais, selon le slogan fameux du « bagage toujours prêt, voyage jamais fait, always packing, never traveling ». Irréel, incohérent, incroyable, décidément, nous n'avons pas vraiment envie de vivre dans l'univers du pan-dispositionnaliste. Le philosophe néo-aristotélicien Lowe fait à ce propos d'ailleurs une remarque de bon sens. L'une des raisons pour lesquelles certains philosophes, observe-t-il, préfèrent dire qu'il n'y a pas de propriétés purement catégoriques ou qualitatives, mais qu'il n'y a que des pouvoirs, ou sont à tout le moins tentés de voir ces pouvoirs comme qualitatifs ou comme ayant un aspect qualitatif, tient au fait que la notion même de propriété, qui n'est pas un non-pouvoir, appliquée à un objet concret, n'a, si vous y réfléchissez, aucun sens. Cela reviendrait en effet à dire en quelque sorte qu'une telle propriété serait alors parfaitement inerte, causalement. Or, on ne peut pas penser de façon cohérente que même une propriété de forme, comme la sphéricité, soit un non-pouvoir, car cela impliquerait que la sphéricité n'ait aucun effet sur le comportement causal d'un objet sphérique. Auquel cas, on ne pourrait même pas dire si oui ou non l'objet en question est sphérique, parce que la perception des propriétés d'un objet requiert telle ou telle sorte d'interaction causale entre le sujet percevant et l'objet. On est donc amené à soutenir qu'une partie de ce que c'est pour un objet que d'être sphérique, bref,
une partie de l'essence, si vous voulez, de la sphéricité, consiste dans les pouvoirs qu'a un objet en vertu de sa sphéricité, par exemple de pouvoir rouler sur un plan incliné ou de projeter une ombre circulaire lorsqu'il est illuminé à partir de l'angle adéquat ou de paraître sphérique à une personne à la vision normale. Mais en même temps, il y a là plusieurs choses à ne pas confondre. Sans doute est-ce en partie en raison de ces pouvoirs qu'un objet sphérique roule sur un plan, mais d'abord, c'est seulement en partie. Ainsi, il ne roulerait pas s'il n'était pas aussi lourd et rigide, à la différence, par exemple, d'une bulle de savon sphérique. Et c'est aussi omettre le fait que si un objet sphérique a bien les pouvoirs que je viens de mentionner, il a aussi d'autres propriétés. Vous noterez, par exemple, que nous attribuons la sphéricité non seulement à des objets matériels, mais à des choses telles que des cavités ou des régions d'espace vide. Or, cela n'a vraiment aucun sens de dire de ce genre de choses que, par exemple, elles rouleraient sur un plan incliné si elles étaient lourdes et rigides, car il est métaphysiquement impossible à ce genre de choses, tout simplement, de rouler. En d'autres termes, nous savons parfaitement bien ce que c'est pour un objet que d'être sphérique. Et cela n'a rien à voir avec de tels pouvoirs, mais plutôt avec le fait que l'objet en question a une surface dont tous les points sont équidistants d'un point donné. Bref, la sphéricité, n'est-ce pas, du moins soutient Lowe. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec lui, mais je vous livre un peu, vous voyez la difficulté si vous dites qu'il y a des dispositions partout. La sphéricité est une propriété purement géométrique, parfaitement définissable de cette manière. Il est facile de voir, étant donné certaines lois de la mécanique, pourquoi un objet qui a cette propriété, ainsi que la rigidité et le poids, a le pouvoir de rouler le long d'un plan incliné, alors qu'un objet qui a la forme d'un cube ne l'a pas. D'où une précaution qu'il nous faudra prendre en permanence. Ne jamais nous imaginer que lorsque nous repérons dans le langage un prédicat d'allure dispositionnelle, nous puissions tout de go lui attribuer le statut d'une authentique propriété. Il y a sans doute lieu aussi d'opérer une deuxième distinction, celle entre le concept de pouvoir et les propriétés en vertu desquelles les choses ont le pouvoir qu'elles ont. Si nous ne faisons pas cette distinction d'emblée, nous ne serons pas en mesure de répondre au défi que j'ai posé, qui est, je vous le rappelle, celui de montrer comment, sur quels critères, nous pouvons dire d'une propriété qu'elle est essentielle ou qu'elle est seulement accidentelle. Or, intuitivement, nous avons bien l'impression qu'il y a une différence entre les propriétés qu'on pourrait dire rares ou primitives et les propriétés accidentelles ou abondantes. Que par exemple, certaines propriétés naturelles particulières sont primitives, la forme, la fragilité, et que c'est d'elles que dérivent d'autres propriétés en général. Par quoi nous voulons dire assez naturellement à première vue que la propriété, par exemple, d'avoir une charge électrique est une propriété plus primitive ou naturelle que le fait d'être en plastique, laquelle est à son tour une propriété plus naturelle que celle d'être un objet possédé par le dernier roi de France, ou autres propriétés abondantes, comme celle par exemple d'être le membre de l'ensemble constitué par Gordon Brown, l'Eurostar et l'ensemble des maîtresses de Silvio Berlusconi. Parmi ces propriétés rares, donc, nous trouvons des dispositions. Celles-ci peuvent se présenter de manière, vous le voyez, plus ou moins ouvertement propositionnelle. Et en fonction, évidemment, de ce point, il faudra vérifier exactement comment elles se lient entre elles dans le monde et si elles doivent être ou non maintenues comme étant irréductiblement premières et donc non réductibles à des propriétés qui seraient catégoriques, comme la forme, n'est-ce pas, la figure, etc., ou bien si, justement, cela a un sens de les tenir pour entières. Bon, alors, je répète que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous entraînent, sur lesquelles donc je ne m'appesantirai pas aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être un petit peu demain, la thèse qui revient à soutenir que
les propriétés sont majoritairement, vous voyez, de nature dispositionnelle ou sont des pouvoirs causaux, quelles que soient les difficultés, je crois que cela n'enlève rien à la pertinence de ma première hypothèse, qui consiste à souligner que la réalité se définit essentiellement en termes de propriétés dispositionnelles et de pouvoirs causaux. Hypothèse sans laquelle, je crois, nous ne pourrions rêver d'avoir le moindre accès cognitif aux choses, puisque, réfléchissons, cet accès n'est possible que par leurs propriétés, et pas n'importe lesquelles, mais par ces propriétés dont nous pouvons mesurer les effets qu'elles ont précisément sur nous. Je crois donc qu'on peut, pour l'heure, si vous voulez, j'espère en tout cas que vous m'accorderez ce point, retenir ces trois thèses. 1. Les pouvoirs, capacités ou dispositions sont des propriétés intrinsèques des choses. J'ai bien conscience de ne pas vous avoir donné l'argumentation complète aujourd'hui, naturellement. Je vous demande juste simplement de me l'accorder sur ma bonne mine, mais naturellement, il faudrait un développement bien plus... Bon. Deuxièmement, l'ensemble des manifestations pour lesquelles un pouvoir est fait lui est essentiel. Troisièmement, les manifestations de ces propriétés se produisent réciproquement à travers des interactions mutuelles. En d'autres termes, si, par exemple, le sel doit manifester sa solubilité dans l'eau, l'eau doit de même manifester son pouvoir de réagir pour que le sel se dissolve. C'est impératif. Vous voyez ? On dit les pouvoirs doivent marcher de concert pour produire leur manifestation. Auquel cas, et je terminerai par là, risque de se poser assez vite, outre la question de leur identification et de leur individuation, celle de savoir évidemment comment tous ces pouvoirs peuvent marcher de concert pour que le puzzle puisse se reconstituer et présenter un ensemble harmonieux sans qu'on ait l'impression de recourir à la magie ou au mystère et d'être reconduit aux abîmes vertigineux où nous entraînèrent jadis les vertus scolastiques. Quel est donc l'enjeu ? Eh bien, il est celui-ci. Même si les essences matérielles sont dispositionnelles, il ne s'ensuit pas que toutes les propriétés dispositionnelles soient essentielles. Le fait, par exemple, que X est dur n'est pas forcément essentiel à X, même si la dureté est une propriété qui détermine causalement X à se comporter de manière prédictible. Le risque qui se profile, vous voyez, est que nous ne puissions identifier la nature réelle d'une chose, donc la signification essentielle du concept de cette chose, qu'avec l'ensemble complet des habitudes qui réagissent son comportement, et qu'il ne soit donc plus possible dès lors de distinguer, comme je l'ai dit, entre l'essence et ses accidents, ni même de distinguer entre propriétés rares et propriétés abondantes. Or, c'est un monde pleinement réalisé que nous souhaitons. Non pas une simple mosaïque, constituée de briques et de brocs, et où des essences, des quidités statiques, des espèces naturelles, des faisceaux d'habitudes seraient fixés par quelques colles mystérieuses. Il faut bien s'employer à rendre compte de la liaison réelle entre toutes ces choses. Et si toutes les propriétés se définissent essentiellement comme dispositionnelles, à savoir comme entièrement réductibles à des sommes de pouvoirs causaux, comment alors de tels pouvoirs pourront-ils à leur tour être liés ensemble? Et une fois encore, comment pourront-ils être vraiment causaux? Vous voyez, il est fort probable que quelque chose de plus soit ici requis. Premièrement, que de simples espèces naturelles, et peut-être même, deuxièmement, peut-être plus qu'une simple causalité efficiente. Bref, il nous faut comprendre comment tous ces pouvoirs tiennent ensemble et peuvent, en premier lieu, assurer une unité synchronique suffisante de la chose ou de l'entité dont je laisse pour l'heure la nature à déterminer qui en est le porteur. Pour une part importante, comme je l'ai dit, ce sont les interactions causales entre les propriétés elles-mêmes sous-tendues par les lois physiques qui garantissent et l'unité et l'harmonie générale de l'ensemble ou le ciment des choses. Mais il faut plus pour cela que les interactions causales et les lois. Et c'est ici, évidemment, que l'essentialisme intervient. La question étant, quel essentialisme? C'est précisément à l'examen de cette question que, si vous n'êtes pas totalement découragés, nous nous consacrerons demain. Merci à vous.